la danse, le skate et l'escalade. Quel est donc le point commun entre ces trois sports? Une idée dans la salle? Pas d'idée? Allez, je vous la donne, la réponse. Tous ces trois sports sont nés dans la rue et deux d'entre eux sont déjà compétition aux Jeux Olympiques. Le troisième va le devenir en 2024 à Paris. Voilà donc en 2024, ici, dans la capitale de la France, pas loin, là, on va pouvoir assister aux escalades des meilleurs escaladeurs mondiaux. On va pouvoir découvrir les meilleurs skateurs, les meilleurs breakdancers en battle, c'est comme ça que ça s'appelle. Passer de la rue au JO, c'est pas forcément facile quand on est une fédération comme celle de ces trois sports que l'on indique. Comment s'y prend-on? Quelles sont les difficultés que rencontrent ces fédérations dans cette phase de préparation de ces Jeux Olympiques? Voilà le thème de notre deuxième table ronde proposée cet après-midi par France Info, l'équipe et France Télévisions. Une table ronde animée par Yasmina Benkebaï. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Benbekaï, pardon. Ah oui, c'est pas facile. Mais à culpa. Effectivement, c'est à vous. À l'été 2024, nous suivrons en direct avec beaucoup de joie les épreuves de BMX, basket 3x3, du skate, le breaking sur la place de la Concorde à Paris. Et les épreuves d'escalade, quant à elles, auront lieu au Bourget. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Comment s'organisent les fédérations nationales pour qualifier les futurs champions et championnes? Comment se passe la rencontre entre ces sports alternatifs et le monde du sport classique? Qui sont ces athlètes français issus de ces disciplines dites urbaines? Et comment vont donc se dérouler les épreuves de breaking, de skate et d'escalade? Alors avec nous, on a Anne Gros-Payet-Quintin. Vous êtes directrice générale de la Fédération française de montagne et d'escalade depuis mai 2021. Et vous aviez intégré d'ailleurs la fédération en 2018 et vous avez fait partie du Comité national olympique et sportif français. Par ailleurs, vous avez aussi dirigé le service des sports de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Valentine Nagata-Ramos, danseuse, chorégraphe, membre du crew Fantastic Armada quand c'était en battle. On expliquera ce que c'est. Et puis sur scène avec les Black Bombers, une des toutes premières compagnies de danse hip-hop française. Vous avez fait des centaines de battles de break sous le nom de Big Girl Val. Et vous avez même décroché 2 titres de championne du monde. Battle of the Year en 2004, c'est vice-championne, hein, c'est ça, en 2004. Et le We Girls en 2007. Et vous avez votre propre compagnie. Votre création avec 5 Big Girls tourne un petit peu partout en France. Et par ailleurs, vous jugez de nombreuses compétitions internationales, notamment celle de la WDSF, donc la World Dance Sport Federation, la fédération mondiale de danse sportive qui gère donc le breaking au JO. Abdel Mustafa, membre de la commission breaking au sein de la FFD, donc la Fédération française de danse, en tant qu'entraîneur, coordinateur de l'équipe de France. Et vous étiez présent à Buenos Aires en 2018 aux Jeux Olympiques de la jeunesse pour présenter de jeunes athlètes en breaking, et c'était le point de départ de la réflexion sur l'arrivée de la discipline au JO à Paris en 2024. 878 compétitions, 54 sports, dont le breaking, qui est à la fois un sport, un art et une culture, qui fera donc son entrée le 8 et 9 août 2024 au village urbain temporaire, un village urbain temporaire, place de la Concorde. Boris Darlet, bonjour. Vous êtes président de la Fédération française de roller et de skateboard depuis 2020 et vous avez eu une carrière de hockey sur glace et non pas de skateboard. Non, pas du tout. Alors, le skateboard et l'escalade ont fait leur entrée aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021. Alors, l'escalade et le skateboard, comment ça s'est passé, cette première rencontre avec l'olympisme? De l'intérieur, c'était comment? Alors, sur l'escalade, comme je pense le roller, malheureusement, à Tokyo, tout le monde n'a pas pu embarquer dans l'avion qui a accompagné nos athlètes. Néanmoins, on était assez contents des performances des athlètes français, puisque sur 4 qualifiés possibles, on en a qualifié 4, 2 garçons, 2 filles, que dans les particularités, on a réussi à qualifier 2 frères, ce qui a donné lieu à une histoire un peu particulière, les frères Mawem. Et puis que je dirais qu'en finale, on a retrouvé 3 représentants sur 4. La meilleure place, 5e pour Mika Mawem chez les garçons, 6e pour Anouk Jobert chez les filles. Donc finalement, il nous manquait un chouille pour le podium, mais pas grand-chose.
Et le skateboard, comment c'était? Alors moi, j'ai eu la chance d'aller à Tokyo et de vivre ça. Alors pas de l'intérieur, parce que les présidents n'ont pas accès au village olympique, et avec les consignes sanitaires, on a suivi les choses dans les gradins. Pour le skateboard, il y a une progression, c'est-à-dire que c'est un sport quand même qui s'est posé beaucoup de questions avant d'aller au jeu, avec une partie des pratiquants qui veulent pas forcément y aller, reconnaissent pas l'olympisme et reconnaissent effectivement une pratique plutôt urbaine. Et puis il y a une tension dans la manière d'appréhender, même chez nos athlètes, le discours autour des Jeux Olympiques. On y va pour découvrir, pour regarder, mais il ne faut pas que ça transforme nos valeurs quand même, et on reste des skateurs. Et puis faire la une de Trasher, c'est plus important que d'être aux Jeux Olympiques. Voilà. On fait 4e et 6e en finale street homme, avec Milou 4e et Giro 6e. Et puis on qualifie... la particularité de la France, c'est que c'est le seul pays européen à avoir qualifié des athlètes dans les 4 disciplines. Donc nous, on a le street et le ball en hommes et en femmes. Le bilan est très positif. On a qualifié des athlètes pour les finales, mais c'est surtout, moi j'ai eu la chance de revenir avec les athlètes. Et quand je leur ai dit alors c'était comment, ils avaient des étoiles dans les yeux. Ils nous ont dit on veut y retourner, c'était génial. Réticents au départ, heureux à la finalité. C'est un peu le même constat que se fait aussi le breaking. Je pense que les sportifs, enfin les danseurs, les b-boys et les b-girls sont aussi réticents, Abdel? Au départ, oui. C'était une grosse période de médiation, de sensibilisation avec la communauté breaking. Je parle de ça en 2017-2018, avant son entrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Et le pire, c'est que c'est tombé comme ça sur les réseaux, sur les sites internet. Personne n'était au courant que le breaking allait faire son entrée au JOJ. Et donc du coup, hyper étonné, parce qu'habituellement, les disciplines demandent à intégrer ces compétitions olympiques. Là, c'est le comité international olympique qui a souhaité intégrer le breaking, donc un phénomène assez rare, on va dire, et une incompréhension au sein de la communauté breaking. Tout ce qui est nouveau fait peur, donc est-ce qu'on va perdre nos codes, est-ce qu'on va perdre nos valeurs, est-ce que ça va être hyper codifié, beaucoup de polémiques, de désinformation, il y aura des figures imposées, non, ceci et cela. Et au fur et à mesure, sur les sélections pour les JOJ même à Buenos Aires, ça a montré qu'en fait rien ne changeait par rapport à ce qui se faisait habituellement. Hein. Carlotta et Martin qui ont participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse, on dit que c'était un battle comme les autres, mais que contrairement à d'autres compétitions, c'était beaucoup plus médiatisé. Tout le monde avait sa chance. Il n'y avait pas forcément de guests ou d'invités à cette compétition-là. Et toutes ces appréhensions qu'on avait au départ, ce qu'on appréhendait sur le côté perdre nos valeurs et tout ça, on s'est rendu compte que les valeurs du hip-hop et du breaking, on les retrouvait à travers les valeurs du sport de manière générale, dans le code du sport, donner sa chance à tout le monde. Et au final, un gros travail encore de médiation et de sensibilisation, mais on n'est plus en 2017-2018. Là, on voit que les meilleurs adhèrent, qu'il y a de plus en plus d'associations qui s'affilient, de plus en plus de b-boys et b-girls, comme on les appelle, les pratiquants, qui prennent leur licence, des associations qui viennent demander à faire des partenariats sur des projets même extrasportifs, sociaux, culturels et autres. Donc ça avance dans le bon sens. Valentine, justement, un petit peu réticente au départ aussi, quand vous avez appris que le breaking arrivait au JO. Exactement, j'ai fait partie de ceux qui se sont demandé, tiens, comment ça allait être justement jugé. Est-ce qu'on allait être jugé comme au patinage artistique? Est-ce qu'on allait avoir des points? Alors que c'est quand même une danse qui est, c'est artistique, hein, donc on n'aime pas être catégorisé et classé avec des points. Et je pense que ça a été aussi mon souhait de comprendre ce système de jugement et comment cela allait être mis en place pour les JO. Voilà, donc, et du coup, vous jugez des compétitions internationales. Voilà, alors maintenant je suis certifiée Trivium, donc c'est la certification la plus élevée pour pouvoir juger et être apte à juger à ce genre d'événements. Ce qui n'empêche que je peux aussi juger d'autres événements rien à voir, qui sont aussi dans le underground, on va dire. Mais en tout cas, le Trivium, c'est donc cette certification qui permet de pouvoir comparer chaque danseur
et qui note le meilleur, on va dire, entre les deux, celui qui sera le plus performant physiquement, le plus performant dans sa recherche artistique et dans sa prise d'espace, par exemple, dans sa musicalité, dans sa proposition, tout simplement. Oui, parce que c'est sous forme de battle, donc 1 contre 1, donc effectivement c'est un système comparatif. Donc on compare un danseur avec un autre danseur au moment T, en fait, au moment où il danse. Et donc, du coup, il fallait quand même inventer un système de jugement pour que tous les juges aient les mêmes notations, en fait, c'est ça. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que malgré tout, en tant que juge, on est humain, hein, et c'est pas... on va noter quelque chose qui nous touche aussi, même si c'est un critère de jugement qui concerne chaque jury. On a une base, mais on juge aussi selon notre sensibilité, bien évidemment. Et en fait, plus on sera nombreux à juger, plus le résultat sera objectif. Voilà, parce qu'on a chacun nos... comment on dit, nos biais, voilà, et donc ce qu'il en ressort, c'est sur quelque chose de plus général. Voilà, ça donne ce résultat. Et vous serez 9. Ce qui est important à savoir aussi sur les jugements en breaking, c'est que les juges jugeaient à main levée. Donc à la fin d'un battle, les juges jugeaient soit à droite, soit à gauche à main levée. Là, ça permet aussi d'avoir une transparence dans les jugements. Donc il y a un scoring system. Et les juges eux-mêmes disent qu'au final, c'est la manière dont ils jugeaient habituellement dans leur tête et résultat à main levée qui est retranscrit sur tablette avec des critères bien précis qui prennent en compte la performance physique, la performance artistique, mais aussi l'interprétation sur le moment même, parce qu'en battle, les b-boys et les big girls ne savent pas sur quelle musique ils vont danser. Il y a un DJ qui met une musique sur le moment, et ils doivent s'adapter à la musique et faire improviser avec leurs mouvements techniques. Et du coup, pour le grand public aussi, c'est plus compréhensible, parce qu'il y a un écran, et ils voient les résultats, et ils savent quel juge a voté de quelle manière. Anne Gros-Payet-Quintin, pour l'escalade, vous avez dû vous adapter sur une des disciplines, une des épreuves? Alors, globalement, ce qui va changer entre Tokyo et Paris, c'est qu'on délivrait un seul titre qui était le combiné de la vitesse, du bloc et de la difficulté à Tokyo, et qu'il a été jugé plus cohérent et plus pertinent sportivement de séparer en 2 épreuves, une épreuve qui sera la vitesse, et une autre épreuve qui est un combiné difficulté bloc. Donc par rapport à ça, je dirais que la différence, c'est que celui qui arrive en escalade le plus haut, le plus vite, est effectivement le vainqueur. Donc ça paraît assez binaire. Ouais. Sauf que je dirais que pour créer cette épreuve de combiné, on est rentré dans un dispositif de multiplicateur de maths presque pur et dur, qui fait que ça a pu un petit peu rendre les choses un peu moins lisibles et un peu moins compréhensibles depuis l'extérieur. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, ils ont commencé à réfléchir. La Fédération internationale a réfléchi à un système sur ce fameux combiné bloc diff pour le rendre un peu plus lisible. Sachant qu'en revanche, sur la vitesse, on est quand même sur du sprint. Et là, on est l'un contre l'autre. Et c'est effectivement celui qui arrive en haut le plus rapidement qui a gagné le combat, enfin, entre guillemets, ou la course. Et là, ça, c'est assez facile et c'est assez lisible. Donc ça, c'est l'intérêt. Est-ce qu'en tant que fédération nationale, tous les trois, vous avez votre mot à dire sur la fédération, enfin sur ce qui se passe autour de votre discipline? Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce que vous négociez? Comment ça se passe? Alors moi, je peux juste répondre dans la foulée. On a l'avantage, entre guillemets, pour l'instant, à la Fédération française, d'avoir été plutôt à la création et à l'initiative de cette fédération internationale. Pour autant, on se rend bien compte que fédérations nationales et internationales peuvent avoir par moment des intérêts... alors, je ne dis pas contradictoire, mais on peut avoir des difficultés parce qu'on intervient sur des territoires similaires, en particulier, par exemple, sur des histoires de droits télé pour l'organisation de compétitions sur le sol de la fédération concernée. Et que donc, que ce soit pour des thématiques de lisibilité ou des thématiques de droits télé, il arrive encore de temps en temps qu'on ait besoin de ferrailler un peu auprès de la fédération internationale. Le skateboard? Où on ferraille.
C'est le sujet de l'influence. C'est comment le sport français peut influencer l'international. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'intégrer des profils francophones dans les instances dirigeantes. Donc, vous avez une fédération internationale qui s'appelle la World Skate. Vous avez des commissions techniques qui vont décliner les différents sports. La World Skate, c'est tout le roller, toute la trottinette, tout le skateboard. Donc, ça brasse assez large. Là, on parle du skateboard olympique. Donc, effectivement, on va essayer d'aller soit via nos juges, soit via des profils qui pourraient avoir une compétence technique qui puisse apporter au niveau international. On va essayer de les faire rentrer. C'est un des moyens de l'influence. Après, l'autre moyen de l'influence, c'est l'événementiel, où là, il y a des acteurs en France qui sont reconnus internationalement et qui organisent des choses et qui sont au sein de la World Skate. Donc on va se rapprocher d'eux, ou eux vont se rapprocher de nous, notamment pour organiser des compétitions internationales en France. Il faut savoir qu'en France, pour pouvoir accéder à une subvention pour organiser des compétitions internationales, il faut passer par la Fédération française, ce qui replace notre institution sur ces sujets-là et qui nous recrée des liens avec la World Skate. Et puis le troisième, moi, c'est mon parti pris. C'est que vous disiez, je viens du hockey sur glace. J'ai aussi créé le comité européen de roller inline hockey, dont je suis président depuis 2015. Je suis au bord de la World Skate Europe. C'est un autre moyen aussi d'être influent et de pouvoir porter une parole. Mais de toute façon, on est sur des sujets, quand on est à l'international, c'est beaucoup de compromis. C'est réussir quand même et dans le cadre du skateboard, à faire un produit, parce qu'on est quand même sur des enjeux... les JO, c'est une fenêtre sur le monde, donc il faut quand même que le produit qui est télévisé puisse intéresser l'ensemble des gens, parce que c'est peut-être le dernier événement qui touche la planète entière. Donc là, les enjeux sont tels qu'il faut aussi apprendre à être dans des sujets de compromis. Pour le breaking, comment ça se passe? D'autant que le breaking était autonome, il n'y avait pas de fédération, et pour les JO, il a dû... le breaking rentrer comme ça dans une fédération de danse. Pour le breaking, on est exactement dans les mêmes procédés qu'avec le skate sur les échanges qu'on peut avoir avec la fédération internationale. Donc à travers l'événementiel, à travers les mêmes types d'échanges qu'il a pu évoquer. Mais au-delà de ça, nous, il faut savoir qu'on ne connaissait rien du tout à l'écosystème fédéral, sportif. Donc il a fallu d'abord s'organiser au niveau national avant de pouvoir aller vers l'international et dire que voilà... on a une maîtrise quand même au niveau national. On peut être un exemple pour la fédération internationale qui est encore plus variée dans la danse. C'est une fédération française de toutes les danses, donc il y a des dizaines et des dizaines de danses, et le break qui l'intègre du jour au lendemain, et c'est la seule discipline qui est olympique à travers toutes les autres danses. Donc il y a eu pas mal d'échanges, et dernièrement avec la fédération internationale, la WDSF, il y a une commission breaking internationale qui s'est mise en place en lien direct avec les instances politiques au sein de cette WDSF, cette fédération internationale. Et on a des Français, dont moi qui en faisons partie, on a des réunions régulières, et c'est un moyen de pouvoir mettre pression parfois sur certaines choses et leur rappeler que les Jeux Olympiques, ça se passera en France. Et justement, c'est quoi ces certaines choses sur lesquelles il faut faire pression, étant donné que le breaking, c'est une discipline un peu à part, vu que c'est aussi une culture? Est-ce qu'on doit imposer, parce que ce n'est pas qu'un sport, est-ce que vous devez imposer quelque chose? Est-ce que vous devez... C'est pas forcément imposer, c'est des échanges, et principalement, c'était sur les circuits de compétition qui permettent de pouvoir... participer aux Jeux Olympiques Paris 2024, c'est aussi le système de jugement. On a échangé longuement avec Valentine, et on a vécu pas mal d'échanges avec la WDSF à ce moment-là, mais c'était un gros chantier en si peu de temps de devoir, construire d'un côté entre la Fédération française de danse et la Fédération internationale, mais aussi à côté de ça, préparer les potentiels médaillables pour Paris 2024. Donc dans la construction, on a donné pas mal d'exemples et de projets qu'on a mis en place avec la Fédération française de danse pour se structurer, sur lesquels ils se sont appuyés pour la Fédération internationale. Un diplôme d'entraîneur également, on en parlera, de l'entraînement justement de ces athlètes pour chaque discipline. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette première expérience aux Jeux Olympiques de Tokyo? Qu'est-ce que ça a apporté à votre discipline, à votre fédération? Alors, sur la fédération française, elle est de roller, skateboard, trottinette. Donc le skateboard, encore une fois, c'est une verticale, c'est un sport. Ça fait que la fédération devient olympique. Donc ça, c'est un changement de paradigme. En France, il y a les fédés olympiques et un peu le reste du monde, sans être péjoratif. Mais pour avoir été dans le reste du monde pendant
80 ans ou 90 ans pour cette fédération, c'est un changement voilà, d'exposition. Sur place, à Tokyo, ça nous a amené aussi une couverture médiatique à laquelle on n'était pas habitué et il a fallu apprendre. Et aujourd'hui, c'est un challenge au quotidien, c'est-à-dire qu'on discute avec Paris 2024, on rentre dans des dossiers qui concernent l'olympisme et on découvre tout ça. Donc nous, le vrai changement de fond, et que je pense qui sera d'ailleurs demain pour la fédération un héritage de Paris 2024, c'est qu'on est en train intégralement de réorganiser la fédération autour de tout ce que l'olympisme nous oblige à répondre en termes de management, de leadership, de gestion de projet, et de faire en sorte que tout ce qu'on va apprendre avec l'olympisme, en fait, on puisse le faire ruisser sur l'intégralité de nos disciplines, pour faire en sorte que toutes les disciplines puissent, chacun à leur niveau et en allant toucher leur public cible, puissent s'accaparer des techniques ou des moyens de faire dont on a appris le savoir-faire en répondant à des problématiques liées à l'olympisme. Et vous avez observé une croissance de licenciés? On a doublé le nombre de licenciés sur le skateboard en un an. Grâce au JO? Grâce au JO, oui, et puis grâce à la stratégie, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas un skateboard, il y a une multitude de situations, de personnes qui vont faire du skateboard. D'ailleurs, on va en prendre là une doctorante parce qu'on veut faire cette analyse-là. On veut comprendre quelle est la sociologie de la pratique du skateboard en France. On a identifié un public cible, c'est-à-dire que, encore une fois, on est sur des publics, il faut montrer patte blanche. Hein. Quand on dit on est la fédération, quand vous allez devant le palais de Tokyo et que vous dites on est fédération, ou je suis le président de la fédération, il n'y a pas un accueil. Hein. C'est pas, c'est pas quelque chose d'ailleurs. Quand j'y vais plutôt pour regarder de manière très anonyme. Et donc, on le sait, on en est conscient, et ce qu'on fait juste, c'est qu'on se dit, il y a un public cible, 8 ans, 14 ans, en fait, on va apprendre aux enfants à bien faire du skateboard, parce qu'effectivement, le skateboard, c'est les jeunes prennent leur planche, ils vont dans la rue. Et du coup, nous, on dit, mais attendez, si on vous apprend les bons gestes, vous allez sécuriser votre pratique, vous allez peut-être vous faire l'économie d'une cheville ou d'un genou dans 5 ans. Première chose pour l'enfant. Et puis, on va rassurer les parents. C'est-à-dire qu'on est sur ces publics cibles-là, le parent a besoin d'être rassuré, de savoir que quand son enfant prend un skate, c'est pas l'image du skateur tel qu'il peut être exposé, ne serait-ce que dans les médias. Donc sur ce public-là, effectivement, on fait l'intégralité de notre croissance aujourd'hui. Le public cible, et à partir de ce public cible-là, où aujourd'hui on double le nombre de licenciés, on va aller répondre à des problématiques de sport spécifiques pour les autres, entre guillemets, segments de pratiquants. Et pour l'escalade? Et alors pour l'escalade, il y a une petite différence, je pense, c'est que globalement l'escalade dite sportive aujourd'hui, elle a commencé à exister. Alors commencer est peut-être un peu réducteur, mais sur du grand événementiel, c'est l'organisation des championnats du monde en France, Bercy 2012, où finalement l'escalade a été conçue comme un vrai spectacle sportif. Avec pas mal de choses qui vont autour. Et je dirais que l'aboutissement, pour nous, de la première étape, ça a bien été la couverture médiatique et la vitrine que les Jeux nous ont offert dans cette logique de développement. Il faut savoir aussi, je rebondissais et ça me faisait sourire quand je vous entends parler de problématiques culturelles, l'escalade qui aujourd'hui représente plus de 80% des licenciés de la Fédération française de montagne et d'escalade, il y a fort longtemps, on vient de l'alpinisme, on ne vient pas de l'escalade en salle comme elle est connue aujourd'hui et comme elle est en tous les cas représentée aux Jeux Olympiques. Donc là aussi, culturellement, on va vous dire que finalement l'épreuve la plus facile à comprendre, la plus spectaculaire, la plus médiatique est de la vitesse. Les puristes, ils vont vous dire que ce n'est pas de l'escalade. Hein. Enfin, moi, j'ai bien compris, on m'a expliqué, mais ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est quand même aussi toujours des enjeux sur lesquels on a toujours à se battre et toujours à éviter de faire une hyper spécialisation et d'avoir un premier niveau de vision en se disant, ben oui, si, c'est aussi une des manières pour nous de pratiquer. Concernant cette exposition médiatique, très clairement, ce qu'on a vécu
après les Jeux cette année avec les championnats de Munich, qui a été du championnat multisport, c'est aussi quelque chose qui a donné une occasion dingue à l'escalade d'avoir de la visibilité et sur lequel le nombre de gens qui appellent effectivement, ou de jeunes ou de parents, et qui vous disent « Ah ben moi j'ai vu ça à la télé, je veux faire comme ça ou je veux m'inscrire », c'est quelque chose d'effectivement hyper important. La petite différence qu'on a peut-être, nous, c'est le site de pratique. Qui fait que pour retrouver une vision aussi importante et pour mesurer l'effet jeu, on a quand même été malgré tout freiné par le Covid, puisque nous, on est quand même un sport en salle. Et on a été quand même fortement impacté malgré tout par le Covid. Les jeux nous ont permis de retrouver notre niveau d'avant Covid. Néanmoins, je pense qu'on aurait eu une vision beaucoup plus linéaire de notre évolution s'il n'y avait pas eu cet accident en cours de route. Et puis aussi, le fait qu'aujourd'hui, sur cette pratique de l'escalade en salle, on est malgré tout limité aussi par les infrastructures. Parce que j'ai plein de clubs qui nous disent dès le 3 septembre, de toute façon, ça ne sert à rien que je ne peux pas augmenter mon nombre de licences et mon nombre d'adhérents. De toute façon, mes créneaux sont tous pleins. Donc ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles l'olympisme nous donne de la visibilité qui doit nous permettre, dans le cadre du développement de notre pratique, de continuer à accompagner, je dirais, le mantra de la Fédé, qui est de se dire un mur, un club, parce que c'est un incontournable pour pouvoir permettre à tous les petits grimpeurs de venir grimper sur nos équipements. Alors qu'un skatepark, un club, ça ne marche pas. Non, alors vous avez des skateparks qui vont être fermés et qui peuvent être dédiés au club, mais non, le skatepark, c'est une structure ouverte. On arrive à positionner des clubs qui peuvent animer des créneaux d'école, où là, c'est là d'ailleurs qu'on tire nos licenciés. Quand il y a une structure avec un éducateur et qu'on crée une récurrence de rendez-vous entre des enfants et un éducateur pour créer cette idée d'école. Après, effectivement, vous avez une pratique libre et puis il y a fondamentalement en skateboard un partage de l'espace. Donc en fait, c'est un lieu de socialisation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi, on fait venir des gens qui vont nous expliquer ce qui s'y passe dans une compréhension sociologique du skatepark. Et après, vous avez 2 skateparks. Vous avez le street et le ball. Donc c'est pareil, ça dépend de quel équipement on va discuter. Le skatepark street, il va être plus accessible que le ball où vous vous retrouvez tout de suite dans des courbes, à prendre de la hauteur et à aller dans des prises de risque qui sont plus importantes, où là aussi on va essayer d'amener une sécurisation de la pratique. Pour le breaking, j'ai l'impression que c'est un peu à l'envers. Il y a toujours eu des cours de breaking, il y a toujours eu des jeunes intéressés par cette discipline, partout en France. D'ailleurs, la commission breaking au sein de la Fédération française de danse, ses membres sont aussi entraîneurs, sont aussi des anciens b-boy et b-girl, sont aussi même peut-être toujours b-boy et b-girl. Alors là, il n'y a pas de problème d'entraînement, parce qu'en plus, vous avez l'INSEP. Yes, exactement. Il y a une commission breaking au sein de la Fédération française de danse. C'est la première chose qu'on a montée quand le break a été enfin présenté à Paris 2024. La commission, elle est composée d'un peu plus d'une vingtaine de personnes qui représentent des territoires différents. Et c'est vrai qu'il y avait déjà une organisation informelle du break au niveau national, des cours, des formations de formateurs, même s'il n'y avait pas de diplôme officiel breaking, des compétitions reconnues mondialement. La France est un des pays qui organise le plus d'événements au monde en breakdance. Mais le fait de rentrer au sein de la fédération, ça a permis un peu de, entre guillemets, structurer, donner une homogénéité un peu tout ça. À tout ça, je peux donner un exemple, c'est que là, on a un championnat de France. On n'avait pas de championnat de France auparavant, et à travers toutes les compétitions qui existaient et qui existent toujours et qu'on soutient d'ailleurs toujours, parce que au sein de la commission, certains sont organisateurs ou autres, mais on n'avait pas de championnat de France, donc du coup, tous les week-ends, on avait des champions de France et des champions du monde auparavant. Et là, ça peut permettre de donner de réels titres et en donnant la chance à tout le monde et avec un vrai suivi, avec un statut de sportif de haut niveau, chose qu'on n'avait pas aussi auparavant. Et c'était aussi déjà assez visible à travers le côté lifestyle sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et autres, le breakdance, la danse hip-hop, on la voit partout. Mais c'est vrai que cette vague médiatique qu'on a eue en annonçant que le break faisait son entrée à Paris 2024, c'est historique, on n'a jamais eu ça auparavant et ça nous a permis d'ouvrir d'autres portes
Le break évoluait beaucoup avec l'aspect social, on va dire. Les projets qui se mettaient en place, c'était à travers des subventions, à travers des projets sociaux. Par la suite, sur le côté artistique, Valentine en parlait tout à l'heure, à travers les compagnies, les créations artistiques. Et là, ça nous ouvre de nouvelles portes à travers le côté sportif. Et c'est chose qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et on profite un peu de ce tremplin avant Paris 2024 pour essayer de développer et construire un max pour qu'il y ait un héritage après le passage des JO. Un héritage, c'est un mot important à l'escalade aussi, puisque c'est le terme que vous utilisez pour faire un petit peu le tour de France. Alors oui, l'héritage, c'est quelque chose d'important. En particulier, on a essayé, entre guillemets, de prendre la vague qu'ouvrait Paris 2024 sur la thématique de l'héritage à travers un projet qu'on porte aujourd'hui au sein de la fédération qui s'appelle « Du mur de nos cités au sommet de ma voix » et qui donc vise à laisser, je dirais, dans des quartiers qu'on n'investiguait pas forcément, des murs de qualité, parce que c'est important, des murs de qualité, des clubs qui vont pouvoir grandir et s'organiser, et puis de l'accompagnement des jeunes à travers de la formation, parce qu'il y a peut-être une particularité, alors je pense peut-être c'est pareil sur le breaking, mais on vit de l'escalade aujourd'hui. On peut être moniteur d'escalade, on peut être diplômé d'escalade, il y a des réseaux de salles privées qui sont gros pourvoyeurs d'emplois, et aujourd'hui on manque de moniteurs. Donc de se dire qu'à un moment, des jeunes qui découvriront cette activité pourront vivre de leur passion, seront accompagnés dans leur progression et dans leur capacité à obtenir des formations diplômantes qui leur permettront vraiment d'en vivre. Et je pense que c'est des alternatives intéressantes à proposer. Autre héritage sur lequel on veut travailler aussi, c'est plus largement repérer les athlètes de demain. Et les futurs champions, on parlait de la rue au podium, mais donc véritablement de les amener à franchir le pas de la salle, parce que c'est peut-être justement ce qui nous différencie, c'est que nous, il faut entrer, il faut oser entrer, c'est pas un équipement très cher, c'est pas forcément très compliqué, mais il faut quand même faire ce mouvement et cette volonté de travail qu'on a aujourd'hui sur l'héritage, c'est justement de pouvoir amener des jeunes à rentrer dans une salle et de les retrouver sur les podiums des Jeux. Alors, pour nous, potentiellement 2028, Los Angeles, voire ceux d'après. Mais voilà, c'est toute cette démarche et toute cette chaîne que, je dirais, les Jeux nous permettent de mettre en œuvre aujourd'hui. Et grâce à cette mise en lumière, c'est de mettre en œuvre toute cette chaîne de progression et toute cette chaîne d'accompagnement. Valentine, vous avez commencé le breaking il y a fort longtemps, 1998 peut-être, un peu avant les années 2000, toute seule. Enfin, oui. Je veux dire, sans INSEP. Sans entraîneur. Exactement. Moi, j'ai appris un peu sur le tas, dans la rue, à m'entraîner dans les gares, où les infos se transmettaient d'humain à humain, quoi, on va dire, de rencontres. Et à l'époque, des battles, il n'y en avait pas tous les week-ends. Il y en avait une fois tous les 3 mois, voire 6 mois. Et c'était un événement et tout le monde travaillait pour essayer d'y aller. Et quand on y allait, c'était avec notre argent de poche et pas du tout organisé. Donc là, on est carrément sur voilà, le break actuel et vraiment dans autre chose. Et je me rends compte que la nouvelle génération est très chanceuse d'avoir voilà, autant d'informations. Moi, à l'époque, j'ai lutté pour avoir ne serait-ce qu'un six-step ou de comprendre comment faire une coupole. Là, je parle de mouvement technique, mais voilà, on n'avait pas ces infos-là rapidement. Et il fallait être déjà proche de la capitale. Enfin, moi, il y avait plein moi, j'étais à la base en province, donc déjà en province, les infos arrivent encore moins rapidement que dans la capitale. Enfin bon, voilà, du coup, c'est super pour la nouvelle génération. Ouais, c'est une bonne chose pour vous, voilà, que cette discipline soit plus encadrée, plus Bien sûr, évoluée. C'est positif pour les jeunes et je suis très contente que ça arrive. Maintenant, il faut savoir que ça fait partie d'une culture et que cette culture, on ne veut pas la dénaturer. Et là est l'enjeu de nous, on va dire, grands et anciens, enfin voilà, tous ceux qui sont là pour un peu transmettre les choses et les choses correctement. Voilà. De pair à pair, c'est un peu le terme qu'on emploie aussi en skateboard. Le skate, on l'apprend avec l'autre, on l'apprend en discutant, on l'apprend en faisant avec les plus grands. La trajectoire
qu'on connaît, hein, c'est je suis jeune ou ado, je prends mon skate, je vais dans la rue, je vais commencer à rouler, je vais croiser d'autres skateurs qui ont soit le même niveau, soit un niveau un peu meilleur. On va s'échanger des premiers tricks. Avec cet échange-là, on va commencer à intégrer une socialité ou une socialisation, enfin en tout cas un nombre de personnes qui pratiquent. On va se rapprocher, on va aller effectivement au skatepark, mais aussi dans la rue. Là, donc c'est ça le pair à pair, c'est vraiment on s'échange les bonnes pratiques entre individus. On va aller vite rencontrer les grands frères, les tuteurs, ce que vous êtes maintenant, ou tutrices, qui vont eux plutôt, alors effectivement aussi partager, mais poser les valeurs. Et de là, en fait, naît une culture. Et c'est dans ce sens-là que le skateboard, c'est d'une subculture à l'olympisme. C'est-à-dire c'est un mouvement de fond où on est... D'ailleurs, nous, les skateurs, certains vivent très bien. Ils ont des contrats avec des marques, ils font des vidéos. C'est les stars de leur village, mais du village global au sens de McLuhan, c'est-à-dire vraiment ce côté, avec un téléphone et une vidéo, je peux toucher le monde et être reconnu comme tel. Et c'est la grande différence d'ailleurs avec les JO, c'est que de star de mon village global, je deviens exposé au monde, au vrai monde, au grand monde. Et du coup, on sort de cette logique où on est finalement dans notre groupe d'appartenance, et on rayonne à travers de notre groupe d'appartenance mondialement avec les réseaux sociaux, je deviens exposé au monde entier. On a un exemple, c'est Aïssa Real, qui est une skateuse, Léal, qui avait 13 ans au jeu. Elle arrive au jeu, elle a les chiffres, j'en suis pas sûr, entre 400 et 600 000 followers sur Insta. Elle ressort des jeux, elle est à 6 millions, elle fait x10. Là, vous avez un marqueur de ce que représentent les jeux dans la vraie vie de ces gens-là. Ils font x10. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes sportifs, vous, avec le skateboard dans la rue, le breaking, l'escalade, qui a son mur, son club, qu'est-ce qu'on fait avec eux pour les rendre éligibles aux JO, pour les performer un maximum et pour les rendre sportifs de haut niveau? C'est quoi la trajectoire? C'est quoi le circuit? C'est quoi l'entraînement? Alors, l'entraînement dans le détail, c'est pas mon domaine de prédilection de base, mais globalement, ces jeunes, ils sont repérés jeunes. Aujourd'hui, ils sont repérés jeunes et à la fois, ils peuvent durer longtemps. Je vais vous donner le créneau d'âge de ceux qui sont médaillables potentiellement ou identifiables ou sélectionnables pour les Jeux de Paris. Ça va de 17 à 37 ans. Ce qui est quand même un marqueur assez large. Les jeunes de 17 ans, ils viennent, je dirais, beaucoup de nos territoires. On a quelques territoires forts sur lesquels le haut niveau est bien appréhendé à travers des clubs performance qui les repèrent tout petits, qui sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça vous paraît assez logique, mais aussi assez fort au niveau de la Réunion, où on a un gros pôle et des jeunes qui viennent de la Réunion, qui acceptent de quitter leur île et de venir s'entraîner avec les meilleurs entraîneurs et leurs pairs, soit en région parisienne, parce qu'on a un pôle aussi à Fontainebleau, soit à côté de Grenoble, à Voiron, et qui s'entraînent, on bascule dans un entraînement pro. Clairement, ils ne font que ça, ils ne pensent qu'escalade, ils vivent escalade, ils sont encadrés médicalement, sportivement, pour être au rendez-vous de la performance. Et après, on a aujourd'hui un gros circuit international assez organisé, aujourd'hui avec des championnats du monde, des étapes de Coupe du Monde, qui leur permettent de s'aguerrir et de se confronter aux meilleurs tout au long de l'année. Voilà, donc c'est comme ça que globalement, ils se préparent à être sélectionnés, ce qu'ils espèrent tous, en 2023 pour 2024. Et pour le breaking? Pour le breaking, on a mis en place un circuit de compétition, donc avec des battles, une compétition en break, ce qu'on appelle les battles, en s'appuyant sur des compétitions existantes, nationales, internationales, et ouverts à tous, avec des catégories d'âge différentes, et suivant les résultats et suivant les objectifs, parce que nous, on n'est pas encore à Los Angeles 2028,
Mais on est sur Paris 2024 et les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Donc il y a un autre objectif aussi après 2024 chez les plus jeunes. Et selon les résultats qu'ils font dans les circuits, ça leur permet de rentrer en liste de haut niveau. Une fois entré en liste de haut niveau, on a 3 niveaux différents et avec des accompagnements différents. Ceux qui entrent en équipe de France ont des rassemblements on va dire, itinérants un peu partout en France qui nous permettent aussi de faire de la sensibilisation et de la médiation au grand public en vue de Paris 2024, faire connaître le break, mais aussi les préparer aux compétitions internationales. Et là, on a depuis septembre la création du pôle France Breaking à l'INSEP. Donc ceux qui performent le plus, et pas forcément, on sait que ça peut être des personnes hors pôle qui peuvent aller décrocher la médaille, et comme dans l'escalade, c'est assez varié, hein. On a des plus jeunes et des moins jeunes. Le dernier champion du monde en titre, il a plus de la trentaine. Avant ça, il avait moins de 20 ans. Donc du coup, on est vraiment sur des profils complètement différents, et le but, c'est de les accompagner au mieux et de leur apporter ce qu'on n'avait pas forcément auparavant. Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais du break, et là, quand je vois la manière dont ils sont accompagnés, ne serait-ce qu'au pôle, à l'INSEP ou ailleurs, avoir de la préparation physique avec des infrastructures adaptées. Ils demandent des sols différents. Avant, on s'entraînait dehors, on n'avait pas forcément un sol adapté. Là, ils ont différents sols selon les compétitions. Ils ont accès à la balnéo, à la récupération, de la cryothérapie, kiné, ostéo, soins médicaux. Ils ont des rendez-vous socio-professionnels. Donc ils sont accompagnés même pour pouvoir se focaliser clairement dans leurs entraînements et sur leurs objectifs. Et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément auparavant. Après, comme l'a dit Valentine tout à l'heure, on fait quand même toujours attention, on est un peu des garde-fous, en gros, que ça ne dénature pas la discipline, qu'on garde quand même nos codes et nos valeurs, et on les envoie aussi des fois hors compétition fédérale, olympique et autres, qui connaissent un peu aussi, mais ils le font déjà d'eux-mêmes, mais c'est important pour nous de montrer qu'il y a d'autres choses à voir, et on leur fait venir aussi des anciens qui viennent parler de l'histoire du breaking. Donc, et c'est historique parce que tout ça se crée sur le tas, c'est un gros chantier. Et on est content d'en faire partie. Pour le skateboard, il n'y a pas de centre d'entraînement, il me semble. Effectivement, on est dans cette discussion, on en parlait avant, on est dans cette discussion, il n'y a pas d'équipement qui correspond aux critères de l'olympisme sur les skateboards, sur les skateparks en France. Donc on a cette problématique alors ça pour le coup c'est un sujet très technique qui est pris en charge par la DTN, mais de se dire comment on fait pour, de maintenant à Paris 2024, mais même après, puisqu'on se retrouve à préparer aussi Los Angeles et aussi Brisbane, donc on est dans un temps long. Donc il y a toujours, quand on est dans un temps long et qu'on a cette chance-là, court, moyen, long terme. À court terme, on est en train de se dire, ce qui est complètement ubuesque, qu'on va devoir envoyer nos athlètes faire un stage de préparation olympique, donc les quelques jours avant les Jeux, soit au Japon, soit en Californie, pour qu'ils puissent se préparer sur des skateparks qui ont la norme olympique, parce qu'il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Europe. On a un sujet aujourd'hui d'équipement olympique, mais il faut trouver un foncier de plus de 2000 m², il faut le couvrir, il faut ensuite fabriquer les modules et creuser la piscine pour le bowl, donc ça coûte un peu d'argent, et ça c'est un des problèmes de l'olympisme. Ça arrive à la Fédé sur une Fédé qui est pas prête, qui n'a pas les fonds propres pour pouvoir financer ce type d'équipement. Et je voulais dire sur la préparation, j'ai une anecdote qui est que nos entraîneurs, on a créé une équipe de France pour Tokyo, et quand les entraîneurs qui venaient d'ailleurs d'autres disciplines que le skateboard sont des profs de sport, c'est-à-dire formés au sport traditionnel. Quand ils ont regardé les skateurs arriver, ils leur ont dit « vous n'êtes pas des sportifs, vous vous échauffez pas, vous savez pas vous étirer, vous respectez pas vos temps de repos, vous vous nourrissez mal ». Et en fait, ces skateurs disaient « moi je passe 5 heures sur mon skate, qu'est-ce qu'il te faut pour que je sois un sportif ?» Et du coup, on a vécu et on vit encore cette différence culturelle qui est passionnante d'ailleurs, parce que les deux ont raison. Et donc là, on est dans j'appelle ça moi Bob, le best of both, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve qu'on prenne le meilleur des deux mondes. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire que la séquence entre Tokyo et Paris, elle est en train de transformer en fait la plateforme, la manière dont on va préparer les athlètes pour les rendre un peu plus
peut-être conscient qu'effectivement un corps, ça a besoin d'être étiré, ça a besoin d'être réchauffé, ça a besoin de se récupérer, que là, on va pas au McDo après une session d'entraînement, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de l'entraînement, qu'il y avait donc à l'escalade des profs d'escalade maintenant, c'est un peu leur métier. Au breaking, vous avez inventé un diplôme, vous avez créé un diplôme d'entraîneur. Et ce sera la dernière question, évidemment. Yes, exactement. Et comme sur l'escalade, les b-boys et b-girls peuvent en vivre et en vivaient déjà auparavant. Et c'est vrai qu'on se retrouvait avec des difficultés où on avait des profs qui n'avaient pas forcément les bonnes pédagogies, ou des structures qui ne voulaient pas avoir de profs parce qu'il n'y avait pas de diplôme. Et le but, c'était de mettre en place un diplôme en s'appuyant sur, toujours sur la commission breaking au sein de la Fédération française de danse, c'est-à-dire de générations différentes, avec des visions de la danse différentes, et mettre en place un programme bien précis qui allie le côté anatomie, au-delà du côté purement technique breaking, mais aussi le côté historique, le côté, on en parlait aussi de la nutrition, ce qui est important aussi. Et tout ça s'est mis en place assez rapidement. On a la première session qui se met en place la semaine prochaine. Donc d'ici 10 mois, en fin de session, on aura les premiers b-boys, b-girls qui auront un diplôme d'entraîneur de breaking de niveau 4 qui leur permettra de se professionnaliser et d'enseigner dans différentes structures. On se retrouve en juillet-août 2024. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça? Alors, sur l'escalade, on fait ça, et je dirais même juste un tout petit mot que je voulais préciser, c'est que si vous voulez voir les futurs athlètes avant les Jeux et les encourager avant les Jeux, la France a gagné l'organisation du tournoi de qualification olympique à Laval, qui aura lieu du 27 au 29 octobre 2023. Et si tous les athlètes français n'ont pas encore eu l'occasion de se qualifier pour les Jeux, c'est vraiment le moment de venir les encourager. Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci Yasmina, merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. C'était très, très intéressant. Effectivement, on a bien compris qu'on pouvait encore candidater et éventuellement tenter sa chance pour être sélectionné pour les Jeux Olympiques en escalade. Si vous avez entre 17 et 37 ans, j'ai bien noté, c'est ça les critères. Et le breakdance aussi est ouvert. Je vous propose de marquer une pause. On a abordé ce sujet à la fin de cette table ronde. On a parlé de la préparation physique, de la nécessité d'avoir un accompagnement et une nutrition adaptée quand on veut devenir sportif de haut niveau. Eh bien, restez avec nous. Mangez pas trop entre les deux tables rondes parce qu'on va en parler juste après. À tout de suite.